Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news variées cette semaine-ci. Nous avons un petit peu au niveau de l'espace et de SLS notamment, et aussi du James Webb Telescope. On a aussi des news au niveau GPU, on a des news au niveau même Chrome OS qui va avoir Steam, et même plus que Steam en réalité. Du coup, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus, c'est le but de la barre de lecture. Et du coup, commençons tout de suite. Petite news rapide, encore une fois, j'update le document de vente. Donc si vous êtes intéressé par quelque chose, checkez-le, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et c'est dans la description, ça aussi. La première news de la semaine concerne Google, qui a fait une annonce pendant son Google Keynote à propos de Chrome OS. Et ils ont annoncé que, du coup, à propos du gaming sur Chrome OS, que Steam Alpha était disponible. Steam Alpha n'est pas encore disponible pour ceux qui se demandent, du coup. N'allez pas voir. Mais il sera bientôt disponible. C'est un partenariat qui avait commencé en 2020 pour information et c'est pour amener Steam sur Chrome OS. Donc déjà, ça amènerait toute votre librairie Steam qui est compatible Linux parce que Chrome OS est basé sur Linux, mais ça permettrait aussi d'amener par exemple le Steam in-home streaming, donc le streaming de Steam, mais aussi, et c'est le plus important, à terme, ça devrait vous amener Proton, donc Steam Play qui vous permet de jouer à des jeux Windows sous Linux. Et ça, c'est massif. Parce que Chrome OS supporte déjà maintenant, en tout cas sur les Chromebooks qui le supportent, les applications Android. Donc tous les jeux Android. Et là, c'est vraiment tout. C'est pas comme sur Windows qui va supporter les apps Android, mais seulement celles qui viennent de l'Amazon Store. Ici, on parle de tout le catalogue Google Play est disponible sur un Chromebook normalement. Bon, certains ne sont pas optimisés, mais ça devrait arriver. Du coup, ça c'est déjà énorme. La plupart des jeux vidéo maintenant sortent sur mobile. Donc ça c'est un énorme catalogue. Mais en plus, si vous rajoutez Steam, ça va être massif. Plus le streaming pour couvrir les trucs qui ne sont pas couverts, ou les jeux qui ne tournent pas très bien sur Linux. Et là vous êtes bon. Bon, pas sur Stadia par contre, parce que personne n'aime Stadia. Il y a d'ailleurs une mini news en rapport avec ça, c'est que Stadia apparemment... Stadia va bientôt se faire axer. Genre, c'est à peu près sûr maintenant, donc ma foi, ça ne m'étonne pas vraiment. Bref, dans tous les cas, on en revient sur le sujet principal. C'est que selon moi, quand vous regardez, même moi c'est le cas, je suis très honnête. Qu'est-ce qui me retient d'aller sur Linux? Qu'est-ce qui me retient de passer sur un système d'exploitation Linux? Il y a deux trucs principaux personnellement qui me retiennent. Le premier, c'est les jeux vidéo, clairement. Je ne peux pas jouer à tous les jeux que je veux jouer sur Steam. Mais ça, c'est en train de se régler petit à petit. Malheureusement, il y a certains jeux qui sortent toujours, par exemple, sur l'Epic Store ou par exemple Uplay, même si Uplay est supporté techniquement sur Steam aussi. Mais voilà, il y en a qui sortent sur d'autres plateformes, là je peux pas y jouer. Mais tous les jeux qui sont sur Steam, je pourrais maintenant pratiquement y jouer tous. Genre, ils tournent plutôt bien et c'est de plus en plus optimisé. Et le deuxième truc qui me retient, c'est certains programmes professionnels, genre le montage. J'utilise Adobe Premiere pour le moment, tourne pas sur Linux. Même, par contre, je pourrais par exemple passer sur DaVinci Resolve qui est fait pour Linux à la base. Là, ça réglera le problème. Donc ouais, ça c'est les deux trucs qui me retiennent le plus. Mais moi, je suis dans un cas assez particulier que j'ai besoin d'un programme professionnel très particulier. Maintenant, pour Monsieur Tout le Monde, qu'est-ce qui le retient d'aller sur Linux? Il y a aussi les jeux vidéo pour pas mal de gens en réalité, mais la première raison principale, c'est que Linux, c'est pas forcément facile à prendre en main. Mais ça, c'est un désavantage réglé par Chrome OS. Chrome OS, c'est plutôt facile à prendre en main. Il est fait pour être facile à prendre en main. Et si vous pouvez acheter un ordinateur portable avec Chrome OS directement configuré pour vous, c'est génial ça. Donc maintenant qu'ils rajoutent les jeux via Steam et qu'on a en plus le catalogue Android, honnêtement, à quoi ça sert d'avoir un PC pour la plupart des gens? Franchement, vous pouvez aller voir vos mails, vous pouvez regarder des trucs en streaming, vous pouvez même télécharger des séries puis les regarder sur votre ordinateur sans utiliser de site de streaming. Vous pouvez faire à peu près, genre, la plupart des gens pourraient faire 99% de tout ce qu'ils font sur un PC sur un laptop Chrome OS. Et l'avantage, c'est que c'est Linux, donc c'est ultra bien optimisé. Il n'y a pas besoin d'une config hyper puissante ou autre chose. Donc, honnêtement, Google tient quelque chose de très intéressant. Maintenant, il faut voir comment Google va foutre en l'air ce truc très intéressant. Parce que je le sens qu'ils vont le faire. Non, peut-être pas. J'espère pas. Parce que franchement, là, ils ont quelque chose. Surtout que les Chromebooks sont très populaires au niveau des écoles.
s'ils continuent de push correctement, si peut-être ils incitent les gens à peut-être passer sur des Chromebooks haut de gamme aussi. Parce que ça, il n'y a pas trop de Chromebooks haut de gamme. S'il y en avait plus, des très bons, qui étaient aussi à un prix raisonnable. Genre, il faut qu'un Chromebook haut de gamme soit moins cher qu'un PC Windows haut de gamme. Et je parle plus ordinateur portable ici. Par exemple, si vous avez une Surface Laptop qui a 1500 euros, il faudrait avoir l'équivalent pour 1000 euros sur Chrome OS, ou peut-être un petit peu plus. Comme ça, les gens se disent, oh, je peux faire 99% de ce que je fais sur mon PC, mais en plus ça coûte moins cher. Là, ça les convaincrait. Mais bon, on verra bien la stratégie de Google là-dessus. Mais une chose est sûre, très intéressant. Et je pense que j'ai bien envie de tester un petit peu plus Chrome OS. J'ai jamais testé par moi-même. Je pense que je vais regarder un petit peu les Chromebooks qui sont disponibles et en prendre un. En plus, ils sont pas chers, donc c'est l'avantage ici. Et peut-être faire un peu de contenu sur Chrome OS, justement. Genre, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout. Je pourrais aussi, parce que techniquement, on peut installer Chrome OS sur son ordinateur maintenant, donc je pourrais faire ça aussi. C'est une solution. Donc je verrai à peut-être faire ça aussi. Mais bon, un Chromebook, ce serait plus simple. Comme ça, tout est déjà préconfiguré. C'est la même expérience qu'auraient les gens, donc c'est plus logique. Ensuite, la prochaine news concerne YouTube 27. Si vous ne savez pas ce que c'est une application, ou plutôt c'était une application sur Android qui vous permet de regarder YouTube. Mais l'avantage ici, c'est qu'il rajoute tous les avantages que vous avez avec YouTube Premium. Donc vous n'avez pas de pub. Vous pouvez télécharger les vidéos, vous pouvez écouter de l'audio en arrière-plan sans que l'écran reste allumé, ce qui est une fonctionnalité propre à YouTube Premium, ça, et d'autres petits avantages dans le genre. Et du coup, le truc, c'est que YouTube 27 s'est fait retirer du Play Store par Google. C'était quelque chose que j'étais étonné qu'il ait survécu aussi longtemps sur le Play Store. En réalité, c'était une application très populaire. Alors, si vous l'avez toujours sur votre appareil, vous l'avez toujours. Donc, elle ne va pas disparaître de votre appareil Android. Donc, ne la désinstallez pas si vous en avez besoin ou autre. Vous pouvez toujours l'utiliser pour le moment. Mais maintenant, si vous voulez la télécharger, ça ne marchera plus. Du coup, ils ont donné d'ailleurs quelques alternatives, notamment Brave, le navigateur, que je dois toujours un petit peu tester. Je n'ai pas trop y regardé pour le moment, qui est un navigateur pour information qui bloque la plupart des pubs, justement, qui permet d'optimiser. Mais bon, il y aurait certainement aussi moyen de télécharger l'APK de YouTube 27 pour le remettre sur votre téléphone, mais je ne conseille pas forcément ici, parce que déjà, où est-ce que vous allez le trouver, cet APK? Est-ce que quelqu'un n'a pas injecté du code dedans? Donc faites attention à ça. Là, c'est le site officiel de YouTube 27. Et comme vous pouvez voir, il ne donne pas de lien vers l'APK. Donc, ça veut dire que si vous trouvez l'APK, c'est quelqu'un qui l'a pris de lui-même quelque part ou l'a pris sur son téléphone. Vous pouvez extraire l'APK d'une application installée sur votre téléphone, mais faites attention à ça, je préviens vraiment. Donc ouais, c'est selon moi assez dommage, mais c'est pas étonnant non plus. Il y a aussi des rumeurs comme quoi YouTube 27 essayait de faire quelque chose, je sais plus ce qu'ils essayaient de faire, il me semble que c'était un rapport, donc je sais plus ce qu'ils avaient fait, mais c'était quelque chose pour gagner de l'argent avec YouTube 27, qui était un petit peu critiqué, et du coup, il y a de fortes chances que Google ait profité de ça pour juste dire « Oh non, pas bien, hein, du coup on va arrêter votre application. » Parce que, à part ça, techniquement, je ne sais pas si c'est vraiment illégal, le principe de YouTube 27. Est-ce vraiment illégal? Évidemment, Google pourra ajouter des conditions d'utilisation dans le Play Store pour dire que ils peuvent pas faire ça, mais ça veut pas dire que c'est illégal. Ça veut juste dire que Google n'accepte pas ça dans les règles de son Play Store. Ce qui leur donne le droit de les retirer du Play Store, mais qui donne toujours aussi le droit à YouTube 27 d'exister. Genre, ils ne pourraient pas se faire attaquer en justice. Je suis pratiquement sûr qu'ils sont toujours dans la légalité. Même si c'est à la limite, je pense qu'ils sont toujours dans la légalité. Tant qu'ils ne se font pas d'argent, en tout cas, sur l'application. Mais bon, dans tous les cas, vous pouvez utiliser Brave comme il le recommande. Il y a d'autres applications qui ont commencé à apparaître sur le Play Store, ce qui n'est pas étonnant. Ça m'étonnerait même pas aussi qu'il y ait certaines de ces applications qui soient juste des forks de 27. Donc, basiquement, quelqu'un reprend le code de YouTube 27 et juste change le nom, le logo, et puis, c'est une autre application, hein. Mais bon, à mon avis, il y a certaines des applications qui vont se faire aussi bloquer par Google assez vite, donc, yep. Dans tous les cas, encore une fois, ne téléchargez pas l'APK de YouTube 27 n'importe où, faites très attention à ça. Brave, ça peut être une solution. Ensuite, on a une news au niveau de Netflix qui commence à restreindre le fait de partager son mot de passe avec quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu avec Netflix. Beaucoup de personnes prennent l'abonnement avec plus de profils et puis partagent le mot de passe. Donc vous le faites avec soit des membres de votre famille, ce qui est
autorisé techniquement dans les conditions d'utilisation de Netflix, ou soit vous le faites avec des amis, ce qui là techniquement est contre leurs conditions d'utilisation, mais jusqu'à maintenant Netflix est en mode bah c'est pas grave, je ne vois rien, vous le faites, c'est pas grave. Le truc c'est qu'ils sont en train de changer, et surtout tester ce changement, où notamment dans certains pays comme le Chili, le Costa Rica, le Pérou, ils vont rajouter une option qui fait que déjà ils vont regarder si quelqu'un partage son mot de passe et prendre des mesures s'ils le font. Et surtout, ils vont rajouter une option où vous pouvez payer 3 dollars en plus par mois pour ajouter un sub-compte, donc un sous-compte que vous pouvez du coup partager réellement avec un ami ou autre chose, et afin qu'il puisse aussi regarder Netflix avec votre compte principal. Alors évidemment, ça semble logique. La réaction des gens par rapport à ça, et c'est la même réaction que j'ai, c'est non, non. Genre, tous les trucs d'abonnement, déjà, il y avait le piratage. Avant, les gens pirataient des séries. Netflix a apparu, les gens se sont dit hey, j'ai plus besoin de pirater, Netflix, c'est pas trop cher, je peux avoir mes shows facilement, c'est génial. Et du coup, le piratage a vraiment... Depuis que vous regardez la courbe de progression de Netflix, vous regardez la courbe de progression du piratage, elles correspondent totalement. Quand Netflix a explosé, le piratage a diminué largement. Et du coup, les gens étaient en mode ouais, enfin une solution facile pour regarder. Ça ne dérange pas les gens de payer pour regarder des trucs. C'est juste qu'ils ne veulent pas payer des énormes sommes et surtout, ils ne veulent pas payer pour quelque chose où il n'y a rien d'intéressant. Et puis, au fil des années, on a eu de plus en plus de services de streaming, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, HBO, peu importe ce qui existe aussi en France, que je ne connais même pas. Il y en a de plus en plus. Et le problème maintenant, c'est que ça coûte la peau des fesses. Genre vraiment, ça coûte extrêmement cher de regarder des séries, tout ça en ligne. Vous voulez voir le dernier film de Marvel? Disney+. Vous voulez voir la dernière série de Netflix? Ben, vous devez prendre Netflix, qui a augmenté de prix en plus. Vous voulez regarder peut-être une autre série qui a été rachetée par Amazon? Ben, vous devez avoir Amazon Prime. Et ça s'additionne, et à force, franchement, ça commence à faire extrêmement cher. Du coup, les gens sont en train de se dire, ben, finalement, il est peut-être temps de remettre mon chapeau de pirate et de juste reprendre la mer, parce que c'est malheureux, mais ça coûte trop cher. Et ça, je rajoute juste un clou là-dedans. Genre, c'est stupide selon moi, parce que ça va juste rajouter un clou là-dedans. Alors, pourquoi ils testent ça? On va être très honnête, Netflix a juste énormément de données. Ils ont fait les calculs et ils se sont dit, si on choisit de faire ça, oui, on va perdre des abonnés. On va peut-être en perdre X milliers, X centaines de milliers. Mais à côté derrière, tous les abonnés qui restent vont payer plus et ça va compenser. On va même se faire plus d'argent. Ils ont fait les maths dans leur tête et du coup, ils se sont dit, testons. Testons dans des pays où c'est pas trop grave de tester. Donc, ils se sont dit, on va tester au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Et puis après, ils vont peut-être le faire partout dans le monde. Et ça, selon moi, c'est juste... On va vraiment vers une nouvelle ère du streaming où il y a trop de services de streaming et ça devient n'importe quoi. Donc, j'aimerais bien qu'il existe un service... ils le feront jamais parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais j'aimerais juste qu'on ait un truc. Ils se mettent tous d'accord, on crée une plateforme où on peut regarder toutes nos séries et si je regarde une série Netflix... une partie de mon abonnement va à Netflix. Si je regarde une série d'Amazon Prime, une partie de mon abonnement va à Amazon Prime. Si je regarde une série d'Apple TV+, ça va à Apple TV+. Mais le truc, c'est qu'ils feront jamais ça. Forcément, ils feront jamais. Ils feront moins d'argent s'ils font ça. Donc, ouais, ça n'arriverait jamais, pour ceux qui se demandent. Donc, la technique que beaucoup de gens utilisent toujours, c'est, partager le mot de passe. C'est comme ça que, selon moi... il y a encore beaucoup de gens qui utilisent encore ces services, c'est qu'on peut partager le mot de passe, donc ça permet de partager les coûts. Ou alors il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent, ils prennent Netflix un mois, ils regardent toutes les séries qu'ils voulaient regarder, et puis le mois d'après, ils prennent Disney Plus pendant un mois, et puis le mois d'après, ils prennent Amazon Prime pendant un mois, et ainsi de suite. Et comme ça, ils regardent toutes les séries qui sont sorties de l'année, l'une après l'autre, chaque mois, un service de streaming différent. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Donc, si ça continue, c'est ce qui va se passer. Mais ne vous inquiétez pas, si ça arrive, et s'il y a de plus en plus de gens qui font ça,
ils auront une solution. Ce qu'ils vont faire certainement, c'est si tu es un nouveau abonné, oui, tu as une offre gratuite d'abonnement pour tester tout ça, no problème. Comme ça, ils attirent des nouveaux utilisateurs. Mais si vous êtes une personne qui revient, ou si vous voulez juste prendre un mois, vous allez payer plus cher. C'est sûr et certain ce qu'ils vont faire. Parce que c'est déjà le cas dans pas mal de trucs d'abonnement. Tout ce qui est abonnement par mois, bien souvent, c'est si vous prenez un mois, vous payez le vrai prix. Et puis quand vous prenez 3 mois, 6 mois, 12 mois, c'est là que vous avez une réduction. Bien, c'est ce qu'ils vont faire. La réduction, en fait, ce sera juste le prix normal. Et si vous prenez moins de 3 mois ou juste un mois, ce sera juste un prix surchargé pour vous inciter à prendre 3 mois, 6 mois ou 12 mois, tout simplement. Et ça, je peux vous le garantir à 100%, ça va arriver si ça continue dans ce sens-là. Et ça va continuer dans ce sens-là parce que, honnêtement, encore une fois, ça coûte de plus en plus cher, tous ces services de streaming. Le catalogue est séparé aussi, c'est ça un problème. Je vous donne un exemple. J'ai regardé les derniers films Spider-Man, donc le dernier reboot de Spider-Man. Donc j'ai voulu regarder le premier, que je n'avais pas encore vu. Donc c'est Homecoming, voilà, en anglais en tout cas, de Spider-Man. J'ai dû le regarder sur... Sur quoi j'ai regardé? J'ai pas pu le regarder sur Netflix. Il n'est pas sur Netflix. Par contre, le deuxième est sur Netflix. What? C'est juste stupide. Alors je sais qu'il y a des histoires de droits et tout ça pour chaque film et tout, mais est-ce qu'on peut pas essayer de régulariser au moins un petit peu ça pour que si quelqu'un a les droits, il a les droits sur toute la série au moins, tout le reboot au moins? Parce que là, c'est juste n'importe quoi. Vous êtes obligé d'utiliser plusieurs plateformes de streaming pour regarder une seule série de films ensemble. N'importe quoi. Évidemment, comme Disney a acheté Marvel, tous les autres films Marvel qui sont en rapport avec Spider-Man, parce que tout est lié dans l'univers Marvel, et j'aime bien Marvel, même si selon moi c'est un petit peu surfait, mais ce mélange de tous les films en même temps, c'est vous voulez regarder juste un film Marvel, vous êtes en mode je ne sais pas c'est qui ce personnage, parce qu'il a été présenté 2 films avant dans cet autre film qui est en rapport avec un autre personnage, que si je le regarde, je suis obligé de regarder un autre film en rapport avec un autre personnage, et c'est juste genre ça se mélange dans tous les sens. Bref, c'est fini pour mon truc où je m'énerve sur Marvel. Dans tous les cas, je peux vous le dire, on entre dans une nouvelle ère du streaming. On a eu l'ère du piratage, du streaming illégal. On a eu l'ère Netflix, où là, tous les gens essaient de plus pirater. Maintenant, on va peut-être retourner à une semi-ère piratage, semi-traficotage. Genre, les gens prennent pendant un mois ou autre chose, où ils utilisent des VPN. Parce qu'il y a des services de VPN. Alors, il y a des services de VPN qui sont bannis par les services de streaming, mais il y en a qui ne sont pas forcément bannis. Il y a aussi le truc où vous pourriez faire tourner un VPN chez vous, en fait. Genre, vous prenez un compte chez vous, vous faites tourner votre VPN sur votre serveur si vous avez une bonne connexion, et vos amis, votre famille se connectent sur votre VPN. Donc, techniquement, pour Netflix, tout est regardé depuis votre maison. Donc, c'est bon. Et ça, je sens que ça va arriver. Il y a aussi, d'ailleurs, par rapport à tout ça, un truc qui a soulevé les gens, c'est et si je voyage? Genre, il y a des gens, ils voyagent, même des gens qui sont à l'école. Par exemple, si vous êtes, la semaine, je suis à l'université, le week-end, je suis chez mes parents. C'est-à-dire que je suis à 2 endroits différents. Est-ce que Netflix va me bannir pour ça dans le futur, s'ils mettent en place tout ça en France, par exemple? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et Netflix pourrait avoir un système qui détecte ça, genre qui laisse un petit peu plus de temps. Peut-être qu'il regarde si quelqu'un reste vraiment un mois à la même adresse. Mais le truc, c'est que l'adresse, c'est genre, la plupart des adresses, ou plutôt la plupart des connexions terrestres en France, par exemple, et aussi en Belgique, utilisent des IP dynamiques. Donc, le truc, c'est comment ils vont vérifier qu'on est exactement au même endroit toujours? Ça devient compliqué. Donc, le truc, c'est s'ils essayent de forcer ça en France, par exemple, je vois des situations où il y a des gens qui utilisent clairement, légalement Netflix de la manière exactement que Netflix veut. Donc, il y a une personne sur le compte, il ne partage pas son mot de passe, mais comme il voyage, comme il change d'adresse ou autre chose, il va se faire avoir. Je le sens arriver à 3 km. Donc, yep. Pour moi, selon moi, il devrait juste avoir une règle très simple, c'est si vous avez un service de streaming qui fait du multi-utilisateur, donc Netflix, vous pouvez aller jusqu'à 4 utilisateurs. Si vous pouvez aller jusqu'à 4 utilisateurs, vous devrez avoir le droit de partager ces utilisateurs avec n'importe qui. Et ils ne devraient pas avoir à dire quelque chose. Donc si vous voulez partager avec vos amis, tant que vous respectez le nombre de profils, ils ne devraient pas avoir à dire quelque chose, selon moi.
Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, c'est compliqué selon moi. Personnellement, je préférerais, comme j'ai dit, qu'on ait juste un truc de streaming qui sépare les revenus. Genre, je paye même plus cher. Hein. Moi, ça me dérange pas de payer même 20 € par mois, mais du coup, ces 20 € soient répartis selon ce que j'ai regardé sur le mois. Si j'ai regardé beaucoup de séries Netflix, ça va sur Netflix. Si j'ai regardé beaucoup de séries Disney, ben, ça va chez Disney. Mais bon, on sait tous que ça n'arrivera jamais parce qu'ils ne le laisseront jamais arriver. Pourtant, ce serait la vraie solution à nos problèmes. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ça n'a pas été fait, il y en a qui ont essayé de le faire et c'est bancal. Il me semble que Prime a techniquement ça caché à l'intérieur ou autre chose. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Bref, on verra bien. Ensuite, on a une news au niveau d'Apple et de leur puce M1 Ultra qui a été finalement testée réellement. Donc, nous n'avons plus forcément à nous baser sur les benchmarks d'Apple qui sont très, on va dire, simples, juste avec des graphiques, des courbes magnifiques, toutes en multicolore et tout ça. Non, là, on a des vrais graphiques de performance qui nous donnent les réelles performances de cette puce Ultra qui, ben, finalement, n'est pas aussi performante qu'Apple le disait. Donc, Apple a dit qu'elle était aussi performante qu'une RTX 3090 en utilisant 200 watts en moins d'énergie. Alors, l'efficacité énergétique de la puce M1 d'Apple est toujours confirmée ici. Réellement, pour le même nombre de FPS, dans un jeu même, ou dans un benchmark, la puce M1 de Apple fait mieux qu'une RTX 3090, ou n'importe quelle puce graphique de chez AMD ou Intel, ou Nvidia aussi. Mais, ça semble logique, la RTX 3090 reste meilleure pour pas mal de tâches. Donc, on ne sait pas quel benchmark a utilisé Apple pour ce graphique-là. Peut-être qu'ils ont utilisé un benchmark très spécifique. Donc, on ne sait pas. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que par exemple, dans un benchmark comme Geekbench, version GPU, ben oui, la RTX 3090 défonce la puce Ultra de Apple. Ou dans Shadow of the Tomb Raider, encore une fois, la RTX 3090 reste meilleure, même si la puce M1 se débrouille extrêmement bien. Regardez, en 4K, donc c'est voilà, 4K c'est la couleur la plus claire, 60 FPS. Shadow of the Tomb Raider, c'est un jeu plutôt lourd. C'est un des jeux d'ailleurs sur Mac qui tourne qui a été fait pour Mac, donc c'est pour ça que c'est testé ici, mais c'est très bon, c'est assez impressionnant franchement. Donc ils n'ont pas à rougir des performances de leur puce. C'est juste que ils ont fait un peu de marketing pour que ça paraisse encore mieux, mais c'était pas aussi bien. Donc, yep. Encore une fois, puce très impressionnante au niveau énergétique. Mais non, ce n'est pas la puce la plus puissante au monde comme l'a dit Apple. Déjà au niveau CPU, encore une fois, vous avez des CPU 64 cœurs chez AMD qui juste défoncent cette puce en consommant énormément et en coûtant plus cher. Mais c'est des puces plus puissantes. Et encore une fois, une RTX 3090 ou même, c'est même pas le plus gros GPU d'NVIDIA. Vous avez la puce A100 de NVIDIA qui est une puce pure professionnelle. Celle-là, elle est beaucoup plus puissante que la puce de Apple. Et elle peut monter même jusqu'à 80 Go de mémoire. Donc, au final, ici, même l'avantage de Apple au niveau de la mémoire n'est même pas forcément conservé. Donc, yep. Beaucoup de marketing comme d'habitude, même si ça ne change pas le fait que ce soit une puce très impressionnante. Maintenant, le prix aussi était discutable. Dans certains cas, en fait, ça coûte moins cher. Dans d'autres cas, ça coûte beaucoup plus cher. C'est ça qui est un peu étrange avec Apple. Mais en même temps, ils peuvent se permettre de faire le prix qu'ils veulent parce qu'ils ont zéro concurrence, basiquement, dans ce milieu-là. Franchement. Donc, ils peuvent se permettre de faire ça. Maintenant, on verra bien ce que ça donnera dans le futur. J'espère que ça va un petit peu réveiller les autres acteurs du marché, Qualcomm notamment, pour faire un petit peu mieux aussi Windows, au niveau de Windows ARM. Est-ce qu'ils vont faire mieux? Peut-être, on verra bien. Ensuite, on a une news au niveau d'AMD qui va sortir bientôt AMD FSR 2.0. Ça, c'était assez inattendu, mais yep, ça arrive. Du coup, cette version 2.0 de FSR devrait améliorer évidemment la plupart des défauts de la première version. On a quelques images ici. J'essaie de cliquer, mais il ne se passe rien. C'est génial. On va ouvrir l'image ici. Notamment, FSR avait beaucoup de mal avec les très basses résolutions. Donc, si vous faisiez tourner le jeu en 720p pour le remettre en 1080p, c'était meh. Donc ça devrait être largement amélioré. Ils l'ont montré justement un petit peu ici avec Deathloop, qui était un jeu qui supporte FSR 2. Tenez compte que ce sont des images données par AMD, forcément qui montrent le meilleur cas possible. Aussi, ce sont juste des images. Il n'y a aucune vidéo, et ça c'est très important parce que
apparemment, FSR 2.0, voilà, ici, ça utilisera de l'upscaling temporel. Donc ça, c'est ce qu'utilisait DLSS dans sa première version. Et ça a posé des problèmes, notamment au niveau des mouvements. Donc vous aviez du ghosting. Donc par exemple, vous aviez... l'un des meilleurs exemples que je me souviens toujours, c'est dans Cyberpunk, les phares de la voiture à l'arrière, il y avait une traînée derrière. Il y avait comme un fantôme qui suivait le phare. Pas très beau. Et ça se voit, genre c'est hyper visible. Donc, en attendant d'avoir une vidéo au moins, ou d'avoir un jeu qui le supporte et on puisse le tester, on ne sait pas si AMD a le même problème. Et il faudra voir. J'espère qu'ils n'ont pas le même problème et qu'ils ont appris des erreurs d'NVIDIA, mais on ne sait pas. Et pour information, la dernière version de DLSS n'utilise plus de l'upscale temporel, utilise une autre technique, justement pour éviter ce genre de problème. Donc, yep. On verra bien. Je rappelle toutefois que FSR, l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser même sur des cartes graphiques NVIDIA. C'est aussi supporté beaucoup plus facilement dans plus de jeux. Et le rajouter le support dans des jeux est hyper simple. Il y a des développeurs de jeux, ils l'ont rajouté en à peine quelques heures, c'est pour dire. C'est impressionnant. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espérance pour FSR, surtout dans cette version 2.0. Mais encore une fois, il faudra voir ce que ça donnera. Donc, ma foi, dès que c'est sorti, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour voir ce que ça donne. Ensuite, on a une news au niveau de NVIDIA qui va avoir une présentation lors du GTC 2022, ce qui arrive semaine prochaine normalement. Donc, on va avoir pas mal de news ici. Et du coup, notamment, ils devraient présenter leur prochaine architecture de GPU professionnelle. Donc, ce n'est pas l'architecture qu'on verra dans les RTX 4000. Ici, c'est une architecture spéciale professionnelle. Tenez-en compte. Mais ce qui est important à noter sur cette architecture, c'est que déjà elle représente le futur d'NVIDIA. Ce sera une architecture certainement qui permet de tester et de voir ce que ça donne pour plus tard faire par exemple peut-être les RTX 5000. Et c'est une architecture surtout qui utilise des chiplets, comme l'avait fait AMD avec Ryzen. Donc vous auriez plusieurs, au lieu d'avoir un énorme GPU monolithique, vous auriez plusieurs GPU mis ensemble, un petit peu comme a fait Apple justement avec la puce Ultra. Donc c'est assez intéressant ça. Ce serait du coup le nom du GPU c'est Hopper, c'est ça? Oui, Hopper. Voilà, comme dans Minecraft. C'est un entonnoir. Nice. Pour absorber plein d'électricité certainement. Ça, ce sera sûr. Du coup, il y aurait 140 milliards de transistors, ce qui fait fois pratiquement 3 par rapport à une NVIDIA Ampere 100, donc le A100 qui est le plus gros GPU NVIDIA professionnel en tout cas sur l'architecture Ampere. Vous avez un die size, donc la taille de la puce en tant que telle sur la carte graphique serait énorme, plus de 900 mm². On aurait un processus de gravure TSMC en 5 nanomètres. On aurait 134 GPU clusters, 17 552 CUDA core. Et un truc qui est important à noter, et je le répète, j'avais déjà dit par le passé, mais par exemple, vous voyez la puce A100 de NVIDIA ici a seulement 6912 CUDA core. Donc vous devriez vous dire, oh mais une RTX 3090 a beaucoup plus. Mais c'est en fait parce qu'une RTX 3090, c'est dans ces 6912 CUDA core, en fait, ils peuvent faire 2 sets d'instructions différents à la fois. Donc en fait, c'est un peu comme s'ils étaient dual core en quelque sorte. Je résume largement. Hein. Donc, si vous dites, ah non, vous n'avez pas besoin de faire 2 sets d'instructions différents à la fois, faites juste le même en même temps. Ça vous permet de faire x2 au niveau des CUDA core, ce qu'a fait NVIDIA avec les GeForce notamment. Donc si vous faites x2, en fait, ça vous donne un peu moins de 14 000 CUDA core. Donc ça, c'est le full GPU Ampere. Donc c'est le A100. Donc le A102 de la RTX 3090 notamment, on a un petit peu moins de CUDA core. Et du coup, on a un peu plus de 10 000. Donc ça devient logique là-dedans. Donc là, selon la même logique, ce GPU professionnel, qui encore une fois a des CUDA core qui peuvent faire 2 sets d'instructions différents à la fois, si vous décidez de faire un seul type d'instruction à la fois, qui profite plus aux jeux vidéo, vous pourriez monter à plus de 30 000 CUDA core. Yup. Il y a des rumeurs comme quoi la prochaine architecture pour les GeForce, pour les RTX 3000 aurait justement un peu plus de 17 000 CUDA core. Donc, pour la prochaine génération, qui serait les RTX 5000, ce serait logique d'avoir des cartes avec 30 000 CUDA core. Donc, vous voyez,
Ça commence à s'additionner tout ça. Il y aurait un bus mémoire de 6144 bits, parce que ça utilise la mémoire HBM qui a des bus mémoire beaucoup plus larges, c'est normal. Donc vous aurez jusqu'à 128 Go de HBM3 et un TDP jusqu'à 500 watts, et ce serait une carte en PCI Express 4.0 certainement, on verra bien, ou en format SXM4, voilà, qui est un beaucoup plus petit format, comme vous pouvez voir, propriétaire d'NVIDIA si je me souviens bien, pour le domaine professionnel. Ensuite, une autre bonne nouvelle au niveau GPU, on a des premiers laptops avec des puces Intel Arc qui commencent à arriver. Donc notamment, vous avez la puce A370M qui est apparemment la même puce qu'on avait vue dans la carte graphique de test. Je vous rappelle, voilà, je ne sais combien de mois, le modèle DG2, qui était un GPU de test Intel, qui avait juste été donné à des développeurs et ce genre de choses. Eh bien, c'est à peu près le même GPU, mais version mobile. Donc, ne vous attendez pas à une RTX 3070 en termes de puissance ici. Là, on parle plus de, apparemment, le double de la puissance d'un des meilleurs GPU Intel de processeurs. Donc, notamment les Intel Xe graphiques que vous avez dans tous les derniers processeurs Intel, qui sont très puissants, hein. Si on fait x2, ben, vous auriez cette carte-là. Donc, il me semble que ce serait pas loin d'une RTX 3050, si je ne m'abuse, un truc dans le genre. Donc, encore une fois, pas vraiment fait pour du full jeu hardcore ou autre chose. Mais là, on parle d'ordinateur portable ultrabook, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de plus. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Il y a d'abord ce Acer Swift qui a été annoncé, mais vous avez aussi, encore une fois, le Samsung Book, oui, Pro, il me semble, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui est aussi un ordinateur portable de Samsung avec apparemment ce GPU-là aussi. Donc, yep, on verra bien. Ah, et aussi, j'allais oublier, les GPU Intel Arc mobile devraient être annoncés le 30 mars. Il y a une présentation qui est prévue, il me semble même qu'il affiche sur VideoCarts au niveau des prochains events. Il faut retourner sur la page principale. Mais ouais, 30 mars, vous aurez la présentation, mais ces GPU-là n'arriveront pas tout de suite après. Il faudra un petit peu de temps. Apparemment, ce serait en mai, au mois de mai. Ça va prendre un petit peu de temps, ça. Ensuite, quelque chose d'autre qui a pris pas mal de temps, c'est les nouveaux processeurs EPYC, les Milan X, qui devraient être lancés le 21 mars, donc juste avant le lancement massif, donc c'est aujourd'hui d'ailleurs le 21 mars, donc juste avant le lancement massif de processeurs milieu de gamme pour le PC fixe, ils vont aussi lancer du coup leur nouvelle gamme EPYC. Donc ces processeurs EPYC ont plusieurs configurations, vous avez 64, 32, 24 et 16 cœurs, ils ont un TDP de 280 watts, et le plus intéressant avec, c'est qu'ils utilisent tous le cache 3D de AMD qu'ils ont montré sur le 5800X 3D. Ce processeur a vraiment un nom bizarre. Donc là, vous auriez 768 mégas de cache sur ces processeurs. 768 mégas. Il y a pratiquement 1 giga de cache. C'est de la folie. Franchement, c'est de la folie. Si vous aviez dit ça à quelqu'un il y a quelques années, ils auraient dit qu'est-ce que tu racontes? Il y a genre 30 MO de cache sur un processeur. Genre, c'est une sacrée upgrade. Vraiment. Du coup, ils auraient jusqu'à 8 chiplets pour information. Donc 8 chiplets de Weaker, 8x8, 64. Je suis doué en maths, merci beaucoup. Et c'est à peu près tout. Donc ils sont basés sur Zen 3, hein, il me semble, oui. Il me semble qu'ils sont basés sur Zen 3, si je ne m'abuse. Oui. Donc, en tout cas, ils sont basés sur la dernière architecture d'AMD. Et ils devraient franchement être extrêmement performants. Parce que Zen 3 est très performant. Mais là, version serveur avec autant de cœurs, surtout, et toujours une bonne fréquence, hein. Genre le modèle 64 cœurs a quand même 2,2 GHz et 3,5 de boost. C'est massif. Et vous avez aussi 8 channels de mémoire, 128 lignes PCI Express 4.0. C'est monstrueux. Ça va certainement prendre encore une fois des parts de marché à Intel au niveau serveur, parce que là, si vous faites des data centers, vous voyez un processeur pareil, vous êtes en mode pourquoi acheter un processeur Intel qui fait 2 fois moins pour le même prix? Il n'y a aucune raison. Ensuite, on a une news au niveau de l'espace et de SLS, qui est le prochain véhicule de lancement de la NASA, pour information, développé par plusieurs entreprises, notamment en grande partie Boeing, mais aussi la capsule Orion qui est par-dessus, développée en partie par l'agence européenne, ça c'est nous, nice. Et du coup, cette fusée, évidemment, a pour but principal, en tout cas, les missions Artemis, on voit le logo d'ailleurs ici. Donc les missions Artemis ont pour but de remettre des êtres humains sur la Lune. Donc de même faire une petite base sur la Lune, et il y aura plusieurs missions là-dessus. Du coup, SLS
a été retardé je ne sais combien de fois. Il me semble que SLS devait se lancer en 2018 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est abusé. Les premiers lancements de test, en tout cas. Hein. Donc, on est seulement ici avec le premier véhicule vraiment full assemblé qui va voler pour information. Donc là, voilà. Le SLS utilise beaucoup de parties recyclées de la navette spatiale. Notamment, vous avez le très iconique réservoir de carburant de la navette spatiale ici en orange. Vous avez les boosters de la navette spatiale aussi, les solid boosters qui utilisent du fuel solide. Et vous avez aussi en dessous, on ne le voit pas ici, les moteurs sous ce réservoir de carburant de la navette spatiale. Parce que là, pour la navette spatiale, c'était différent. Le truc orange était juste un réservoir de carburant et ça allait dans la navette et ça a été utilisé dans les moteurs de la navette. Ici, évidemment, il n'y a plus de navette, donc ils ont juste remis les moteurs en dessous. Et vous avez aussi au-dessus un petit peu... Là, c'est nouveau, mais c'est un peu du mix de ce qu'ils avaient fait pour la Saturn V. Ça ressemble assez bien à la Saturn V, même dans son profil d'ailleurs. Mais globalement, c'est des pièces recyclées de la navette spatiale. Certains des moteurs, notamment, étaient en stockage depuis des dizaines d'années, il me semble, parce qu'ils étaient faits pour une prochaine navette spatiale, mais comme le programme s'est arrêté, ils étaient là, donc ils se sont dit, oh, on va les réutiliser. Et les boosters solides, ça, ils en avaient encore aussi. Et ils les réutilisaient de toute façon. Quand la navette spatiale volait à chaque fois, ils tombaient dans l'eau, ces boosters, et ils allaient les repêcher, ils les nettoyaient, ils les remettaient en état, ils remettaient du carburant, et puis ils pouvaient les réutiliser. Alors on est très loin de la réutilisation de SpaceX, qui est beaucoup plus rapide, parce que là on parle de processus qui prend 8 mois minimum pour la navette spatiale, donc yep. Donc là, il me semble qu'ils vont réutiliser les boosters, mais ouais, le tank principal orange là, il va brûler dans l'atmosphère. Donc vous n'entendez pas beaucoup de réutilisation. La capsule Orion, par contre, pourra être réutilisable. Du coup, on a plus d'images ici. C'est franchement... Alors, c'est une fusée qui est énorme. Elle fait 92 mètres dans cette configuration-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de fairing, donc de coiffe, comme on dit en français, avec un satellite. Ça prendrait plus de place. Là, la capsule Orion est plutôt petite, donc elle n'a pas besoin d'autant de place. Et du coup, oui, le but ici avec la mission Artemis, je vous rappelle, c'est de lancer cette fusée, lancer la capsule Orion. Les astronautes vont jusqu'en orbite de la Lune. Et quand ils sont en orbite de la Lune, ils vont se docker à une station qui sera là-bas, une petite station. Et cette station aura aussi un Starship de docker, la version lunaire. Et là, ils rentrent dans la version Starship. Et puis après, ils vont atterrir sur la surface de la Lune. Ce qui est ridicule d'ailleurs quand on y pense, parce que déjà, Starship va faire le même chemin jusqu'à la Lune. Donc ils auraient pu monter dans Starship plus tôt. Et surtout, le plus ridicule là-dedans, c'est qu'ils passent littéralement de l'intérieur d'une 2 chevaux à genre un Boeing A380 en termes de place. Donc, un Airbus. Pourquoi j'ai dit Boeing? Un Airbus A380 en termes de place. C'est un sacré changement. C'est vraiment genre, si vous passez d'un appartement parisien à un appartement à la campagne, c'est pour dire. Je fais une petite pique aux gens qui habitent Paris, mais en même temps, c'est réaliste. Non, c'est pire que ça. C'est comme passer d'un appartement parisien à une maison de campagne. C'est plus comme ça, le contraste. Donc, ouais, c'est un peu ridicule. Mais bon, c'est ce qu'ils vont faire. Et du coup, ils atterrissent sur la surface de la Lune, ils font leur petite mission, c'est tranquille, ils redécollent, ils se redockent à la station, ils repartent avec Orion sur la Terre. C'est comme ça qu'ils vont faire. Pour le premier vol d'ailleurs, donc cette fusée va voler, hein, comme je l'ai dit, il me semble l'avoir dit. Ils vont d'abord faire un test. Donc là, ils l'ont roulé jusqu'au pad de lancement avec l'énorme... je ne sais même pas comment on peut l'appeler en français, mais c'est juste un énorme truc. Donc vous avez la tour de lancement, vous avez techniquement une partie du pad de lancement, et ça roule comme ça sur des énormes chenilles, comme vous pouvez voir. Donc c'est ce qu'ils utilisaient pour la navette spatiale d'ailleurs. Et aussi même avant pour la Saturn V. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux de faire comme ça. Ils le font. Il est dans le VAB, ça s'appelle. C'est un énorme bâtiment où ils peuvent assembler la fusée verticalement. Et du coup, cet énorme truc qui roule est déjà dans le bâtiment. Et après, ils ont juste à rouler. Et puis, ils suivent la route jusqu'au pad de lancement. Et puis, c'est parti. Donc ça se connecte. Vous voyez, il y a beaucoup de tuyaux. Ça se connecte justement à tout ce qui va permettre de mettre le carburant et le comburant pour la fusée. Donc,
c'est une drôle de façon de faire quand on y pense, mais ils ont toujours fait comme ça, donc ma foi. Mais c'est très impressionnant comme véhicule. Genre, regardez la taille de ce truc. Apparemment, il est tellement grand et tellement lourd, surtout, que quand il passe sur le chemin, il pulvérise les pierres du chemin et ça fait un bruit très particulier. Et aussi, ils sont obligés d'utiliser des pierres d'une rivière qui vient d'un certain état des États-Unis parce que ce sont les meilleures pierres pour ça. Donc, ils ne peuvent pas utiliser n'importe quoi. C'est juste overkill dans tous les sens du terme. Bref, dans tous les cas, une fois, maintenant ils ont atteint le pad de lancement, donc il me semble qu'ils vont la faire revenir jusqu'au truc, ils vont l'inspecter, et puis après ils vont le refaire aller sur le pad de lancement, ils vont faire un wet redressal, je ne sais plus comment le prononcer exactement en anglais. En gros, ils vont mettre le carburant dans la fusée, ils vont faire toute la procédure de lancement jusqu'à les dernières 10 secondes. Donc à partir d'un peu à moins de 10 secondes, c'est là que la fusée vraiment commence à démarrer, genre vous pouvez plus l'arrêter. Donc ils vont aller jusqu'à cette marque des 10 secondes et du coup arrêter juste avant le lancement de la fusée. Donc ils vont faire vraiment toutes les procédures comme s'ils allaient décoller. Ils vont mettre le carburant, ils vont mettre le comburant, ils vont lancer tous les systèmes, ils vont voir si tout fonctionne bien. Et puis après, le prochain test, ce sera de la faire décoller. Donc là, elle décollera à vide. Il n'y aura personne dans la capsule, pour information, si je me souviens bien. Quoique, il y aura peut-être quelqu'un dans la capsule, il me semble. Je ne sais même plus. Dans tous les cas, ils vont faire une première mission où ils vont pas aller... Voilà, ils vont pas... On va pas aller jusqu'à la surface de la Lune ici. Ils vont faire une première mission. Et puis après ça, il me semble que la prochaine mission, ce sera la première vraie mission Artemis qui sera... on va jusqu'à la Lune. Donc on atterrit sur la Lune avec notamment le Starship version lunaire. Mais bon, ça va prendre du temps. Hein. Ici, c'est pas un SpaceX, genre, c'est pas, ouais, on teste dans 1 mois et puis après on fait le premier décollage dans 2 mois. Non, ça va prendre beaucoup plus de temps, donc, yep. Maintenant, les paris qu'on peut prendre, c'est qui va voler en premier, SLS ou Starship? Là, on peut prendre les paris, parce qu'honnêtement, ça pourrait être l'un ou l'autre, franchement. On verra bien. Et enfin, la dernière news, toujours au niveau spatial ici, concerne le James Webb Telescope, une petite update rapide pour vous indiquer que déjà le déploiement s'est bien passé, tout a été déployé. Récemment, ils ont testé l'alignement des miroirs, donc ils ont réaligné tous les miroirs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pointé vers une étoile, et puis ils ont fait en sorte que la lumière de tous les miroirs corresponde correctement et qu'on voit une seule étoile, parce que forcément, si les miroirs sont un peu décalés, vous allez voir plusieurs étoiles qui sont en fait la même. Donc là, ils ont aligné les miroirs une première fois, mais il y a encore beaucoup de tests à faire. Ils ont montré même une première image de ça, qui est bien meilleure que ce qu'on avait par le passé. Parce que l'étoile qu'ils ont visée, ils avaient déjà pris en photo, notamment avec d'autres télescopes un petit peu similaires qui prennent les infrarouges. Mais genre, l'image était beaucoup plus pixelisée, et là, il y avait déjà une image beaucoup plus détaillée. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Une fois que tout sera parfaitement aligné et tout ça, c'est là qu'ils vont prendre une vraie image, qu'ils vont laisser bien accumuler de la lumière aussi, ou plutôt des infrarouges. Bon, techniquement, de l'infrarouge dans la lumière. Ouais, bref. Et du coup, là, on devra avoir la première image. Donc ça, ce sera certainement en juin minimum, qui disait. Donc, prenez votre mal en patience. Mais une chose est sûre, ça progresse plutôt bien et c'est une très bonne chose. Franchement, c'est cool. Là, on a d'autres informations. On voit par exemple que du côté chaud, du côté qui est orienté vers le soleil, le James Webb Telescope est à 13 degrés. Voilà, c'est pas mal. Et du côté froid, il est à moins 234 degrés. Beaucoup plus froid. Il a besoin d'être extrêmement froid, d'ailleurs, pour fonctionner correctement. Et il est encore un petit peu en train de refroidir, si je me souviens bien. Il n'est pas encore à sa température de fonctionnement totale. Il y est pratiquement, mais pas totalement. Donc, ça doit être très intéressant. J'ai hâte de voir ça personnellement. Il y a apparemment une nouvelle vue en 3D pour voir. Oh, wow, nice. Là, on le voit bien par contre. Donc, vous voyez les différentes couches qui permettent de le protéger du soleil. On voit la partie qui est exposée au soleil, qui là, par contre, doit être exposée au soleil, parce qu'il y a notamment les panneaux solaires. On a aussi, du coup, la partie qui, elle, n'est pas exposée au soleil. On voit le soleil, d'ailleurs, derrière là, avec le télescope. Nice. Et tous les miroirs. On peut même voir un petit peu comment ils sont alignés. Nice. Du coup, ils reflètent la lumière sur un autre truc qui est en face. On le voit là.
là, il reflète là-dessus et puis ça repart dans le truc au milieu là, pour ceux qui se demandent. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce tech ça marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.